Personne, au circuit de Vernet, ne prêta la moindre attention à l'homme au passe-paddock à 80 €. Il franchit l'entrée du grand public avec une petite fille sur les épaules et un badge en papier autour du cou, le moins cher qu'on vendait, celui qui ne donnait droit qu'à rester derrière les grilles et à regarder l'argent des autres filer à toute allure. Vivienne Delcourt l'aperçut depuis le salon climatisé des invités, et elle rit, parce qu'il était exactement le genre d'homme que tout son monde avait été bâti pour maintenir de l'autre côté de la vitre. Ce que Vivienne ignorait, ce que personne sur ce circuit ne savait, c'est que l'homme discret à la chemise délavée avait un jour bouclé un tour de piste mouillé plus vite que quiconque que son entreprise ait embauché depuis. Il avait tout quitté sans jamais expliquer pourquoi. Et dans 7 jours, sur le même ruban d'asphalte où elle se moquait de lui à cet instant, il allait monter dans une voiture à laquelle personne ne croyait et battre, chrono en main, le champion sur lequel elle avait misé toute sa saison. Restez jusqu'au bout de cette histoire, parce que ce que ce père célibataire a accompli en 7 jours changera votre regard sur tous ceux que le monde a décidé d'appeler des moins que rien. Julien Mercier se réveillait à 5h15 la plupart des matins, quelques minutes avant le jour, dans la petite maison de la rue des Forges qu'il avait achetée 8 ans plus tôt avec un argent dont il ne parlait plus. Il n'utilisait pas de réveil. Son corps gardait les mêmes horaires depuis si longtemps que l'habitude était devenue une sorte d'horloge à elle seule, précise à quelques minutes près, et les quelques minutes n'avaient aucune importance. Il restait immobile un instant dans la pénombre grise et écoutait la maison. Le réfrigérateur. Le vent dans la gouttière. Le silence, au bout du court couloir, de sa fille pas encore réveillée. Puis il se levait. Il faisait le café d'abord, puis 2 tartines coupées en diagonale, parce que Juliette avait décidé à l'âge de 6 ans que les tartines coupées en triangle avaient meilleur goût que celles coupées en rectangle, et il n'avait jamais vu de raison de contredire une théorie qui ne lui coûtait rien. Il posait son assiette à la place qu'elle aimait, celle près de la fenêtre, et il restait au comptoir avec sa propre tasse sans la boire pendant un moment, comme souvent, la laissant passer de brûlante à tiède pendant qu'il regardait dans le vide et pensait à la journée. Juliette Mercier avait 8 ans, et elle avait les yeux de sa mère et l'habitude de sa mère d'observer une chose attentivement avant d'en dire quoi que ce soit. Elle entrait dans la cuisine en chaussettes, les cheveux aplatis d'un côté par l'oreiller, s'asseyait devant son assiette, regardait les tartines, regardait son père, et disait « T'as mal dormi ». « J'ai bien dormi », répondait Julien. « T'as la tête », disait Juliette, et elle mordait le coin d'un triangle, et c'était fini, parce que Juliette n'insistait pas comme les autres enfants insistaient. Elle avait appris quelque part, de lui, sans doute, même s'il n'avait jamais essayé de le lui enseigner, qu'on pouvait remarquer une chose vraie et puis simplement la laisser poser sur la table entre soi et l'autre, et que c'était parfois plus délicat que de poser la question. Le garage derrière la maison, c'était l'endroit où Julien gardait la part de lui-même qu'il n'amenait pas dans la cuisine. C'était un box unique, au sol de béton qu'il avait scellé lui-même, un établi le long du mur du fond, et au-dessus de l'établi un panneau perforé où chaque outil pendait à sa place exacte, chaque contour tracé au marqueur noir, de sorte qu'un emplacement vide se signalait de lui-même. Ceux qui étaient entrés dans ce garage et savaient le lire comprenaient que l'homme qui l'entretenait n'était pas un mécanicien du dimanche ordinaire. Les clés dynamométriques étaient étalonnées et datées. Les carnets sur l'étagère étaient remplis, de la première à la dernière page, de chiffres tracés d'une petite écriture régulière. Et dans le deuxième tiroir de l'établi, sous un chiffon plié, il y avait un chronomètre. C'était un vieux chronographe mécanique, en acier, rayé, le genre d'objet qu'on avait cessé de fabriquer avant la naissance de Juliette. Il donnait encore l'heure à une fraction de seconde près sur une minute entière, ce que Julien savait parce qu'il le vérifiait toujours, comme on vérifie une chose en laquelle on a confiance mais qu'on refuse de tenir pour acquise. Juliette avait le droit d'entrer dans le garage. Elle avait le droit de s'asseoir sur le tabouret, de poser ses questions et de tendre les outils par leur vrai nom, qu'elle connaissait, tous. Elle n'avait pas le droit de toucher le chronomètre. Elle avait demandé une fois, à 5 ans, pourquoi, et Julien avait dit, parce que c'était l'objet préféré de ta mère, parmi les miens, et Juliette avait hoché la tête comme si cela réglait la question, et n'avait jamais redemandé, même si elle le regardait parfois comme on regarde une porte qu'on n'a pas encore l'âge d'ouvrir. Maya était partie depuis 4 ans. Elle avait été professeure de chimie au lycée, avec un rire sonore et un esprit exact, et elle avait été la seule personne à comprendre pleinement ce que Julien avait abandonné et pourquoi, parce qu'elle était celle pour qui il l'avait abandonné,
puis pour Juliette, et elle ne l'avait jamais laissé appeler ça un sacrifice. « Tu n'as pas arrêté, disait-elle. Tu as juste cessé de le faire là où les gens pouvaient voir. » Elle avait dit énormément de choses au fil de leurs années ensemble, et la plupart s'étaient fondues dans la texture ordinaire d'un mariage, mais l'une d'elles était restée, nette et intacte, comme certaines phrases le font. Ils regardaient une course à la télévision. Tard, Juliette endormie entre eux, et un pilote avait jeté une victoire certaine en essayant d'avoir l'air rapide dans le dernier virage, et Maya avait dit, sans lever les yeux des cheveux de Juliette, « Un chrono ne peut pas mentir, Julien. C'est pour ça que les gens en ont peur. » Ils ne savaient pas, cette nuit-là, qu'ils l'entendraient encore le dire des années après qu'elle ne serait plus là. L'affiche de la Coupe de Vernet arriva pliée dans le journal local que Julien recevait encore le samedi, par une fidélité qu'il n'aurait su défendre devant personne. Il faillit la jeter avec les prospectus. Juliette la repêcha dans le bac de recyclage parce qu'il y avait une photo de voiture dessus, basse, rouge et méchante, et elle aimait les voitures comme certains enfants aiment les chevaux, avec un sérieux qui n'avait rien à voir avec les jouets faits pour leur ressembler. « C'est quoi ?» dit-elle. Julien regarda. « Delcourt Compétition », disait l'affiche, dans le genre de typographie qui coûte de l'argent, invite le public à la Coupe de Vernet. Un week-end de course d'exhibition professionnelle. Et puis, vers le bas, la ligne dont le service marketing avait visiblement été fier. Vous pensez avoir ce qu'il faut? Samedi, défi ouvert. Battez notre pilote, gagnez le baquet. C'était un coup de pub. Julien savait que c'était un coup de pub comme il savait une foule de choses, d'un seul coup d'œil, à partir d'un seul détail. Aucune compagnie d'assurance au monde ne laissait des amateurs sur un circuit avec un plateau professionnel à moins que tout ne soit réglé au millimètre, les voitures du défi bridées et les chronos cuisinés d'avance, un spectacle conçu pour renvoyer chez eux 100 rêveurs du week-end après leur avoir fait payer le privilège d'être rabaissés et reconnaissants. « On peut y aller, » dit Juliette. Pas une plainte. Une question, posée une fois, avec tout son visage. Il la regarda un moment. 80 € pour 2 passes grand public. Ils avaient 80 €. Ils avaient plus que 80 €, même si Juliette l'ignorait, et Julien comptait bien que ça reste ainsi le plus longtemps possible, parce qu'un enfant qui grandit en croyant l'argent rare apprend des choses qu'un enfant qui grandit en le croyant facile n'apprend jamais, et Maya avait été d'accord avec lui là-dessus, et c'était l'un des rares endroits où son entêtement et son deuil tiraient dans le même sens. « On peut y aller, » dit-il. Il ne lui dit pas qu'il avait jadis piloté pour gagner sa vie. Il ne le lui avait jamais dit. Elle savait qu'il était doué avec les voitures comme elle savait que le ciel était haut, comme un fait du paysage, sans histoire attachée. Il avait décidé, quelque part dans la première année brute après la mort de Maya, que Juliette n'avait pas besoin d'un père qui vivait dans une histoire déjà terminée. Elle avait besoin d'un père qui faisait les tartines, qui était là, et qui gardait le chronomètre dans le tiroir. Alors c'était le père qu'il avait été, pendant 4 ans, et la plupart des jours il croyait que c'était la bonne décision, et les autres jours il y croyait quand même, plus fort, parce qu'y croire faisait partie du travail. Le samedi arriva, chaud et lumineux. Le circuit de Vernet se nichait dans une vallée peu profonde à 1 heure au nord, un vieux tracé routier des années 60 qu'on avait rebitumé, regrillagé et rhabillé au fil des décennies sans jamais tout à fait perdre la forme qu'un ingénieur mort depuis longtemps avait dessinée dans le terrain, la longue ligne droite descendante, le gauche en dévers au creux qui punissait quiconque s'y fiait, le dernier virage qui se refermait et qui avait mis fin à plus de courses que n'importe quel autre morceau de bitume du département. Julien n'y était pas venu depuis 11 ans. Il le sentit dans sa poitrine quand ils passèrent la crête et que le circuit entier s'ouvrit en contrebas dans le soleil, gris et patient, et il ne le laissa pas monter jusqu'à son visage, parce que Juliette regardait les voitures et non lui, et c'était ainsi qu'il le voulait. Leur passe à 80 € leur donnèrent exactement ce que 80 € achètent, c'est-à-dire la grille, le bruit, et une vue sur le dos de gens plus importants. Juliette s'en moquait. Elle se tenait les doigts crochetés dans le grillage et regardait les voitures d'exhibition descendre la ligne droite, et tout son corps tressaillait de plaisir à chaque passage, et Julien la regardait et se disait que les 80 € avaient été le meilleur argent qu'il ait dépensé de l'année. C'était le son qui le tirait à lui. Il avait passé sa vie autour des moteurs, et il les entendait comme un musicien entend une salle, toutes les notes à la fois et la fausse immédiatement, et il y avait une fausse note. L'une des voitures Delcourt, la deuxième,
celle qui ne portait pas le numéro du champion, produisait un son au rétrogradage à l'entrée du dernier virage que personne dans les tribunes n'aurait remarqué et que Julien ne pouvait pas cesser de remarquer. Ce n'était pas un son catastrophique. C'était un petit son intermittent et coûteux, le son d'une voiture qui se battait contre elle-même, et dessous il voyait ce qu'il produisait. Une voiture qui ne tournait pas dans le virage comme le pilote le lui demandait, un avant qui s'élargissait d'un demi-mètre à chaque tour au même endroit, coûtant un temps que le pilote essayait de récupérer en freinant plus tard, ce qui ne faisait qu'aggraver les choses. Il l'écoutait encore quand l'homme à côté de lui prononça son nom. Julien Mercier. Ça alors? Il était vieux maintenant, Serge Pruvot, plus vieux que les années auraient dû le faire, un grand gaillard devenu lent et lourd, avec un visage que Julien aurait reconnu dans le noir. Il avait été chef mécanicien quand Julien était un gamin au casque trop grand pour lui et avec plus de talent que de bon sens, et il avait été la première personne à dire à Julien la vérité sur l'étendue réelle de son talent, ce qu'un jeune pilote ne s'entend dire qu'une fois, par une seule personne, s'il a de la chance. Serge, dit Julien, et il serra la main tendue, et il sentit Juliette se figer à côté de lui comme elle le faisait quand un adulte qu'elle ne connaissait pas entrait dans l'orbite de son père. C'est ta fille? Juliette, dit Julien. Juliette, voici monsieur Pruvot. Il m'a connu il y a longtemps. Je l'ai connu très bien, dit Serge à Juliette, avec la courtoisie grave que les hommes bien emploient avec les enfants sérieux, et Juliette, de toute évidence, approuva, car elle lui serra la main. Puis Serge se retourna vers Julien, et quelque chose bougea derrière son visage, et il dit, plus bas, « Tu l'entends, la deuxième voiture. » Je l'entends. Tout le bureau d'études court après depuis 3 semaines. Il pense que c'est l'aéro. Serge secoua lentement la tête. C'est pas l'aéro. Non, dit Julien. Ce n'est pas ça. Il ne saurait jamais tout à fait, après coup, comment Vivienne Delcourt en vint à se tenir devant lui. La version la plus probable était la plus simple. Elle faisait une visite guidée pour un petit groupe de sponsors et un homme avec une caméra, avançant le long de la grille comme le font les patronnes, jouant l'accessibilité, et Serge Pruvot travaillait encore pour elle à un titre réduit, et Serge dit quelque chose, et elle s'approcha parce qu'une histoire d'ancien gloire reconnaissant à moins que rien était le genre de couleur qu'une visite de sponsor pouvait utiliser. Vivienne Delcourt était vive, brillante et très douée pour la partie de son métier qui se jouait devant les gens. Elle portait les couleurs de l'écurie mieux que les pilotes. Elle regarda le badge en papier de Julien, celui à 80 €, et elle regarda sa chemise, et elle fit le calcul que les gens comme elles font en une demi-seconde, et elle sourit. « Serge me dit que vous avez piloté autrefois, » dit-elle. Le sourire était chaleureux. La chaleur était un outil. Tout le monde a piloté autrefois. Vous savez combien d'hommes de votre âge me disent qu'ils auraient pu devenir pro? J'imagine, beaucoup, dit Julien. Beaucoup. Elle tourna le sourire vers les sponsors, les incluant dedans. Et chacun d'eux est un expert de ma voiture de course. Un petit rire parcourut le groupe, le rire obligatoire. Julien sentit la main de Juliette trouver la poche arrière de son jean et s'y accrocher, pas effrayé, juste se plaçant, et il posa sa propre main sur la sienne sans baisser les yeux. « Votre deuxième voiture ne tourne pas en bas de la descente, » dit Julien. Il le dit simplement, comme il disait tout, sans chaleur, comme on dirait à un homme qu'un de ses phares est mort. Elle élargit dans le dernier virage parce qu'elle est bloquée à l'arrière. Votre pilote freine de plus en plus tôt à chaque tour pour charger l'avant et le faire mordre, ça lui coûte environ 4 dixièmes, et ça empire au lieu de s'arranger, parce que plus il raidisse l'avant pour corriger le sous-virage, plus il l'aggrave. Ce n'est pas l'aéro. Ça n'a jamais été l'aéro. Pendant un instant, personne ne dit rien. L'homme à la caméra, par instinct, la leva. Puis le champion éclata de rire. Romain Vasseur était arrivé derrière Vivienne dans sa combinaison ouverte jusqu'à la taille, casque sous le bras, l'air facile et nonchalant d'un homme qui avait été le meilleur de chaque pièce depuis l'âge de 14 ans. Il rit du rire ouvert et généreux de quelqu'un qui n'a jamais eu tort en public, pas une seule fois. 4 dixièmes, dit Romain. D'un gars avec un bracelet à 80 €. Il le dit au sponsor, comme Vivienne l'avait fait, partageant la blague vers l'extérieur. Mon vieux, j'ai 2 ingénieurs de Stuttgart et une soufflerie. Mais je t'en prie, parle-moi de ma voiture. Ça aurait dû s'arrêter là. La plupart des jours, avec la plupart des hommes, ça aurait été le cas.
Julien Mercier n'était pas un homme qui avait besoin du dernier mot. Il avait passé 4 ans à s'entraîner à vouloir le contraire de l'attention. Et il y était doué. Il sentit monter en lui l'envie de partir, l'attraction vers la sortie, vers la voiture, vers le long trajet tranquille du retour avec Juliette endormie contre la vitre. Il avait même commencé à se retourner. Mais Juliette levait les yeux vers lui. Elle ne lui demandait rien. C'était bien là le détail auquel il repenserait plus tard, dans le garage, dans le noir. Elle ne dit pas « Papa, montre-leur ». Elle ne dit rien du tout. Elle leva simplement les yeux vers son père, avec les yeux exacts de sa mère et l'attention entière d'une enfant, prenant la mesure de l'homme qui riait, de la femme qui souriait, et de la caméra, et Julien comprit, comme on comprend une chose d'un seul coup, que quoi qu'il fasse dans les 10 secondes suivantes, Juliette le garderait. Elle gardait tout. Elle porterait le souvenir de cette grille et de cet après-midi pour le restant de sa vie, et le seul choix qu'il avait réellement, c'était la forme que prendrait ce souvenir. « Je vous propose un truc », dit Vivienne, s'amusant à présent, jouant pour la caméra. « Le défi ouvert, c'est ici, samedi prochain. Vous êtes tellement sûr de ma voiture. Revenez. On vous met dans la voiture du défi, vous tournez au temps de référence du championnat, et si vous arrivez à moins d'une seconde de Romain, je fais un chèque à l'ordre de qui vous voulez. » Elle inclina la tête. « Et si vous n'y arrivez pas et vous n'y arriverez pas, vous aurez appris une leçon à 80 € sur le fait de parler aux gens dont c'est le métier. » Marché conclu. « Ce n'est pas une vraie proposition, » dit Serge à voix basse, sur le côté. Vivienne. « Arrête. C'est une proposition tout à fait réelle, » dit Vivienne, toujours souriante, parce qu'elle avait déjà gagné et le savait, et tout le monde le savait. Samedi. Apportez le bracelet. Julien la regarda. Il regarda Romain Vasseur, qui se désintéressait déjà à demi tourné vers quelqu'un de plus important. Il baissa les yeux vers Juliette, qui levait les yeux vers lui. « D'accord, » dit-il. Le trajet du retour fut longtemps silencieux. Juliette s'endormit quelque part à mi-chemin, la tête contre la vitre, comme il l'avait su, et Julien conduisit les 2 mains sur le volant, la radio éteinte, et Maya sur le siège passager comme elle l'était parfois encore sur les longues routes, non comme un fantôme, il ne croyait pas aux fantômes, mais comme une habitude de l'esprit si profonde qu'elle revenait au même. « Qu'est-ce que tu fais » lui demanda-t-il, plus ou moins. Il savait ce qu'elle aurait répondu. Elle lui aurait demandé s'il le faisait pour la petite fille qui levait les yeux vers lui ou pour l'homme qui avait ri, et elle l'aurait obligé à répondre honnêtement, parce qu'elle ne l'avait jamais laissé s'en tirer avec la réponse confortable à quoi que ce soit. Et la réponse honnête, décida-t-il, quelque part sur l'autoroute sombre, n'était ni l'une ni l'autre, ou les deux, mais surtout quelque chose de plus simple et de plus ancien qu'il avait gardé dans un tiroir, sous un chiffon, pendant 11 ans. Il avait eu raison pour la voiture. Il avait eu raison d'un seul coup d'œil, du mauvais côté d'une grille, sur un problème que 2 ingénieurs de Stuttgart et une soufflerie poursuivaient depuis 3 semaines. Et un homme peut passer longtemps à prétendre qu'il n'a besoin de personne pour savoir une chose pareille, et dire la vérité, et pourtant, sur une route sombre, sa fille endormie à côté de lui, sentir quelque chose qu'il avait enterré se retourner une fois dans son sommeil et ouvrir un œil. Il n'avait pas, cette nuit-là, l'intention de gagner quoi que ce soit. Il comprenait le coup de pub pour ce qu'il était. La voiture du défi serait bridée et plus lente d'une demi-seconde que la vraie, les dépipés, tout l'exercice conçu pour le renvoyer chez lui humilié devant la caméra. Il alla se coucher en se disant qu'il irait, qu'il piloterait proprement, qu'il ne se ridiculiserait pas, et que ce serait la leçon que Juliette garderait, non que son père avait gagné, mais que son père n'avait pas eu peur de monter dans la voiture. Puis Serge Pruvot l'appela à 6 heures le lendemain matin, l'heure à laquelle Serge avait toujours passé ses appels les plus importants, et dit « Tu es sérieux, pour samedi ?» Je lui ai dit que je viendrais. C'est pas ce que je t'ai demandé. Julien se tenait dans la cuisine, dans la lumière grise, le café pas encore fait, et regardait par la fenêtre le garage. Pourquoi? Parce que si tu es sérieux, dit Serge, alors je vais te dire une chose, et tu vas la garder pour toi. Cette deuxième voiture, celle que tu as lue depuis la grille en 4 secondes, ça fait toute la saison qu'elle saigne l'argent des sponsors parce que Romain n'arrive pas à la mettre sous lui et ne veut pas admettre que ce n'est pas lui. Le conseil d'administration surveille. Elle a lancé son petit pari hier parce qu'elle a peur, mon gars.
Les gens qui ont peur montent les plus gros spectacles. Et la voiture du défi qu'ils vont te confier samedi, ce n'est pas un char de parade bridé. Elle a changé. Par méchanceté. Elle te met dans la vraie deuxième voiture. La vraie. Parce qu'elle veut que la caméra filme un type avec un bracelet à 80 € qui part dans le bac à gravier au premier tour. Julien resta silencieux. Tu es toujours là? Je suis là. C'est la même voiture que tu as entendue, dit Serge. Celle dont tu sais déjà ce qui ne va pas. Tu comprends ce que je te dis? Je comprends. Alors je te le redemande une fois, et je ne te le redemanderai plus jamais. Tu es sérieux, pour samedi? Julien regarda le garage un moment de plus. Puis il dit, il va me falloir la voiture 2 jours avant. Il entendit Serge expirer, un long souffle qui contenait 11 ans. Je peux t'avoir la voiture, dit Serge. Que Dieu me pardonne. Je peux t'avoir la voiture. Ils l'amenèrent dans l'atelier d'un ami à la sortie de la ville le mercredi soir, sur une remorque bâchée, hors livre, Serge appelant les dernières faveurs d'une longue carrière. Julien dit à Juliette qu'ils aidaient M. Pruvot sur un projet, ce qui était vrai, et Juliette, qui flairait une demi-vérité à 40 mètres, le regarda et décida de l'accepter, et passa les 2 soirées sur une caisse retournée avec une briquette de jus de fruits, tendant les outils par leur vrai nom et regardant son père travailler sur l'objet le plus cher dont elle ait jamais été à portée de bras. Il le trouva en 20 minutes, la chose que la soufflerie avait cachée. Ce n'était pas exotique. Les problèmes chers ne le sont presque jamais. L'arrière de la voiture avait été réglé avec trop d'amortissement en détente, verrouillé dur au nom de la stabilité, et en bas de la descente de Vernet, sous la charge précise de ce gauche en dévers, la roue arrière intérieure était maintenue décollée du sol une fraction de seconde de trop. La voiture, à cet instant, roulait sur 3 appuis au lieu de 4, et une voiture sur 3 appuis ne tourne pas, et donc l'avant élargissait, à chaque tour, au même endroit. Les données avaient montré aux ingénieurs un problème d'avant-train parce que c'était à l'avant que le symptôme criait le plus fort, et ils avaient passé 3 semaines et une fortune à traiter le cri au lieu de la blessure. Julien avait entendu la blessure depuis la grille parce qu'il n'écoutait pas l'avant. Il écoutait l'arrière refuser de suivre. Il le libéra. Il réduisit la détente par petits incréments exacts, notant chacun de sa petite écriture régulière dans un carnet où Juliette n'avait pas le droit de lire, parce que les chiffres n'étaient pas encore les siens, et il rééquilibra l'avant pour l'accorder, défaisant 3 semaines de surcorrection apeurée, et quand il eut terminé à 1 heure du matin le jeudi, la voiture reposait différemment sur ses ressorts, plus souple, plus honnête, comme repose une chose qui a cessé de se battre contre elle. Même. Puis il y avait l'autre moitié, celle qui n'avait rien à voir avec la voiture. Il n'avait rien piloté pour de vrai depuis 11 ans. Il se dit, sur la route industrielle déserte derrière l'atelier à 2 heures du matin, Serge le regardant et Juliette enfin endormie dans la cabine du pick-up avec une couverture, les portes verrouillées et les vitres entr'ouvertes, que le corps oublie. Il se le dit pour s'empêcher d'espérer. Et puis il lâcha l'embrayage et descendit la route une fois dans le noir, et le corps n'avait pas oublié. Le corps n'avait jamais oublié. Il n'avait fait qu'attendre, comme le chronomètre dans le tiroir avait attendu, comme attend la ligne dessinée à la main d'une chose gardée trop longtemps, les conditions qui lui permettraient de parler. Ses mains savaient où était la limite avant son esprit. Ses pieds trouvaient le seuil des freins comme on lit une phrase qu'on a écrite soi-même. Il remonta la route et s'arrêta à côté de Serge sans rien dire, et Serge ne dit rien non plus, et les yeux du vieil homme étaient humides, et aucun des 2 ne le mentionna, ni alors ni jamais. « Tu as toujours été en avance », dit enfin Serge, ce qu'il disait de Julien il y a 20 ans, qu'il était en avance au freinage, en avance à l'accélérateur, en avance sur la partie du virage qui comptait, de sorte qu'il n'avait jamais l'air rapide et l'était toujours davantage. T'as jamais été vif, gamin. T'étais juste en avance. Les gens ne voient pas l'avance. Le chrono, si. Un chrono ne peut pas mentir, dit Julien, avant de pouvoir s'en empêcher. Serge le regarda. Qui t'a dit ça? Quelqu'un qui n'est plus là, dit Julien, et ce fut la fin de cette conversation-là aussi. Le vendredi soir, Juliette posa la question. Il avait su qu'une version arrivait, parce que Juliette gardait ses vraies questions comme lui gardait ses couples de serrage, et elle gardait celle-ci depuis toute la semaine. Elle était sur le tabouret de leur propre garage, à la maison, après que la voiture fut repartie sur la remorque de Serge, après les tartines et le bain,
en pyjama qu'elle aurait déjà dû dormir dedans, et elle regardait son père ranger ses outils dans leur contour noir tracé, et elle dit « T'étais célèbre ». Il s'arrêta, une clé à la main. « Ah non, dit-il, honnêtement. Pas célèbre. Mais tu pilotais les voitures rapides. Comme celle d'aujourd'hui. Pour de vrai. Pendant un temps. Il y a longtemps. Avant toi. Pourquoi t'as arrêté ?» Il y avait plusieurs réponses. Il y avait la réponse de la maladie de Maya, et la réponse des factures médicales qu'il avait payées en vendant des choses qu'il n'avait jamais remplacées, et la réponse d'un nourrisson de 4 mois qui avait besoin d'un père qui rentre à la maison, et toutes ces réponses étaient vraies, et aucune n'était la totalité, et Juliette avait 8 ans et méritait mieux qu'une demi-vérité confortable. Alors il s'accroupit à sa hauteur, comme il le faisait, et il lui donna la vraie. Parce que le pilotage était la chose la plus importante de ma vie, dit-il, et puis ça ne l'a plus été. C'est toi et ta mère qui l'êtes devenus. Et on ne peut pas piloter comme ça avec le cœur tout entier ailleurs. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas honnête, et ce n'est pas juste envers ceux qui, eux, le font avec le cœur tout entier. Alors j'ai arrêté. Et je ne l'ai dit à personne, parce que ça ne regardait personne. Et je ne le regrette pas. Pas un seul jour. Tu m'entends? Pas un jour. Juliette considéra cela de tout son visage sérieux. Mais tu peux encore le faire, dit-elle. Même si t'as arrêté. Je crois. On le saura demain. Tu peux, dit-elle, avec la certitude plate d'une enfant énonçant un fait sur le ciel. Et puis, parce qu'elle avait 8 ans, et parce que les choses les plus perçantes que disent les enfants sont celles qu'ils ne savent pas perçantes, elle ajouta, à la dame, aujourd'hui, elle pensait que t'étais personne. Julien regarda sa fille. Plein de gens vont penser que tu es personne, Juliette, dit-il. Toute ta vie. Ça arrivera plus souvent que tu ne croirais. Et voilà ce que je veux que tu gardes. Il attendit qu'elle le regarde. On ne répare pas ça en les faisant applaudir. On répare ça en faisant le travail bien, là où on ne peut pas voir si quelqu'un regarde, jusqu'à ce que le faire bien soit simplement qui on est. Et alors les applaudissements n'ont plus d'importance, parce qu'on le sait déjà. Demain, ce n'est pas à propos de cette dame. Demain, je vais juste piloter la voiture comme elle doit être pilotée. C'est tout. C'est toute la chose. D'accord, dit Juliette. Et puis, glissant du tabouret, déjà ailleurs comme les enfants, je peux avoir les tartines triangles avant de partir. Tu peux avoir les tartines triangles, dit-il. Le samedi arriva plus chaud que la semaine précédente. Le défi ouvert était programmé en début d'après-midi, entre les courses support, et Delcourt Compétition en avait fait un spectacle comme elle faisait de tout un spectacle, une estrade, un micro, les équipes de caméra, et un classement de la taille d'un panneau publicitaire pour que la foule puisse regarder les amateurs échouer en temps réel. Il y avait 11 concurrents sur la liste. Julien Mercier était le dernier, par un hasard de greffier qui les avait classés à l'envers de l'alphabet, de sorte qu'il passerait après tous les autres, après que la foule aurait vu 10 rêveurs du week-end ressortir blême avec des secondes de retard, après que l'argument aurait été démontré 10 fois. Vivienne Delcourt était au micro, éclatante dans le soleil, travaillant la foule, et quand le tour de Julien arriva, elle vit l'homme à 80 € se présenter à l'heure dite et son sourire s'élargit, parce que l'histoire se déroulait exactement comme elle l'avait écrite. Elle ne savait rien du mercredi, du jeudi et de la route dans le noir. Elle ne savait pas que Serge avait rendu la voiture souple et honnête. Elle croyait tendre à un singe de grillage les clés d'une voiture si diabolique que le professionnel qu'elle payait des millions n'arrivait pas à la dompter, et elle n'en pouvait plus d'attendre. Un autre dernier concurrent, annonça-t-elle, quand son tour vint, et elle laissa la pause faire son travail, est un monsieur du coin qui, le week-end dernier, avec son bracelet à 80 €, a eu la gentillesse de m'expliquer ma voiture de course. La foule rit. Un monsieur Mercier. La voiture est à vous. Voyons voir ces 4 dixièmes. On le sangla. La combinaison que Serge lui avait dénichée faisait une taille de trop et sentait la carrière d'un autre. Juliette se tenait au muret, l'énorme main de Serge sur sa petite épaule, et Julien trouva son visage à travers la visière avant de s'élancer, et il ne fit pas signe, ni pouce levé, ni aucune des choses qu'un homme fait pour une caméra. Il la regarda simplement, une fois, comme il l'avait regardée à la grille, pour que, quoi qu'il arrive, elle ait cela aussi.
Puis il baissa la visière et le monde devint silencieux à l'intérieur du casque comme toujours, ce silence particulier qu'il n'avait pas entendu depuis 11 ans, le silence d'un homme seul avec un chrono. Il prit le tour de chauffe lentement, sentant la voiture, confirmant de ses mains ce que son carnet lui avait dit à 1 heure du matin. C'était la même voiture. Il la connaissait comme on connaît sa propre écriture. Il sentait l'arrière venir avec lui maintenant dans le lent, suivre, honnête, le blocage disparut. Il la ramena sur la ligne et le commissaire abaissa le panneau et le chrono du classement se mit à compter et Julien Mercier pilota une voiture de course comme il avait été fait pour le faire. Il n'y a pas grand-chose à décrire, pour ceux qui n'étaient pas là, parce que ce qu'il fit ne ressemblait à rien. C'était tout le secret de lui, ça avait toujours été tout le secret de lui. Il ne mettait pas la voiture en glisse. Il ne sciait pas le volant, il n'attaquait pas les vibreurs dans une gerbe d'étincelles pour les tribunes. Il était en avance. Il quittait le frein et revenait à l'accélérateur une fraction avant que cela ne paraisse possible, dans chaque virage, de sorte que la voiture accélérait déjà là où les autres attendaient encore, et une fraction dans chaque virage, additionnée sur un tour, n'est plus une fraction. En bas de la descente, dans le gauche en dévers qui élargissait depuis toute la saison, l'arrière libéré suivit l'avant exactement comme les concepteurs de la voiture l'avaient rêvé, et le nez mordit et la voiture pivota et sortit du virage pointé droit dans la ligne droite suivante, l'accélérateur déjà au plancher, et dans la tour de chronométrage un jeune ingénieur de Stuttgart se leva de sa chaise sans s'en rendre compte. Le classement afficha le tour. Il y eut un bruit dans la foule qui commença comme de la confusion et devint autre chose. Serge Pruvot porta la main à sa bouche. Juliette, qui savait lire les chiffres, qui les avait lus dans les carnets de son père toute sa courte vie, leva les yeux vers le panneau géant, puis vers Serge, et dit « C'est bien ». Serge ne put lui répondre pendant un instant. Ce n'était pas à moins d'1 seconde du meilleur temps de Romain Vasseur. Ce n'était pas à moins de 4 dixièmes. C'était plus rapide. Vivienne Delcourt cessa de sourire quelque part au milieu de ce tour, et à la fin de celui-ci le micro pendait à son côté, oublié, et elle regarda l'homme à 80 € ramener son impossible voiture dans la voie des stands et l'arrêter avec la précision tranquille de quelqu'un qui gare une berline devant un supermarché. La foule était debout. Romain Vasseur était sorti de l'espace hospitalité et se tenait très immobile au muret des stands, regardant le panneau, et l'or facile avait quitté son visage, remplacé par l'expression précise et atterrée d'un homme qui découvre, en public, au pire moment possible, que ce qu'il avait mis sur le compte de sa voiture n'était peut-être pas entièrement la voiture. Julien sortit. Il ne leva pas les bras. Il ôta le casque et ses cheveux grisonnants étaient plaqués de sueur et il avait de nouveau l'air exactement de ce qu'il était, un homme fatigué dans une combinaison empruntée, sauf que maintenant la tribune entière rugissait et que la caméra venue filmer son humiliation filmait ceci à la place. Il trouva Juliette au muret. Il s'avança, dépassant le micro, dépassant Vivienne Delcourt, dépassant le jeune ingénieur de Stuttgart qui essayait de dire 3 choses à la fois, et il s'accroupit devant sa fille comme il le faisait toujours, à sa hauteur, et Juliette lui passa les 2 bras autour du cou et dit à son oreille, pas fort, juste pour lui, t'étais en avance. Il se recula et la regarda. Monsieur Pruvot me l'a dit, dit-elle. Il a dit que t'étais toujours en avance et que les gens ne le voient pas mais que le chrono. Si. Son visage était farouche et fier et entièrement celui de sa mère. Je l'ai vu sur le panneau, papa. Le chrono t'a vu. Et Julien Mercier, qui n'avait pas pleuré à l'enterrement parce qu'il avait un nourrisson de 4 mois à nourrir et ne pouvait pas se le permettre, qui n'avait pas pleuré sur la route dans le noir le jeudi alors que Serge l'avait fait, s'aperçut qu'il devait s'arrêter et respirer un instant, les mains sur les épaules de sa fille, avant de pouvoir se fier à sa voix. Oui, parvint-il à dire. Il m'a vu. Vivienne Delcourt le retrouva après, près de la remorque, pendant que Serge et quelques anciens chargeaient la voiture. Les caméras étaient parties. La foule était partie. Elle avait ôté la veste de l'écurie et elle paraissait, sans elle, plus petite, plus humaine et considérablement moins sûre. Je vous dois un chèque, dit-elle. Vous avez dit à l'ordre de qui vous voulez. Je tiens parole. Dites le nom. Vous ne me devez rien, dit Julien. Il aidait Juliette avec la bretelle de son petit sac à dos, qui s'était vrillé. Ce n'était pas une vraie proposition et on le savait tous les deux. Je ne suis pas revenu pour un chèque. Alors pourquoi êtes-vous revenu? Il y réfléchit.
Il aurait pu donner la réponse de la caméra, ou la réponse du rire de Romain, ou la réponse d'un homme qui avait gardé un chronomètre dans un tiroir pendant 11 ans. Il regarda Juliette, qui avait réglé son sac à dos et étudiait à présent Vivienne Delcourt avec la même attention soigneuse et tranquille qu'elle accordait à tout, décidant ce qu'elle devait penser. « Ma fille regardait, » dit Julien. « C'est tout. Je voulais qu'elle voie à quoi ça ressemble de faire une chose bien quand les gens qui commandent la salle ont déjà décidé qu'on en était incapable. » Vivienne resta silencieuse. « Il y a un vrai baquet, » dit-elle enfin. « Pas le coup de pub. Un vrai pilote de développement. Et franchement, j'ai besoin d'un ingénieur qui entend les voitures comme vous les entendez plus que de presque tout en ce moment. L'argent c'est de l'argent sérieux, monsieur Mercier. Ça changerait votre vie. Ça la changerait, convint-il. Mais j'ai des tartines à faire le matin, dit Julien, et il le dit avec douceur, sans la moindre aspérité, parce que la femme devant lui avait été apeurée, petite et dure pendant un après-midi, et que lui-même avait été apeuré, petit, une fois ou deux au cours d'une longue vie, et il n'avait pas besoin de lui frotter le visage dedans. J'ai fait ça une fois avec le cœur tout entier. Je ne peux plus le faire de cette façon, parce que mon cœur tout entier fait à peine plus d'1 mètre et il a besoin que je sois à la maison. Et le faire d'une autre façon n'est pas juste envers votre équipe, et ce n'est pas honnête, et j'ai passé longtemps à apprendre à ne pas faire les choses qui ne sont pas honnêtes. Il tendit la main. Mais Serge aurait bien besoin de travail, si vous distribuez de vrais baquets. C'est 2 fois l'ingénieur que sont ces gamins de Stuttgart, et c'est grâce à lui que votre voiture tourne maintenant, pas à moi. Moi, je l'ai juste entendu. Lui, il l'a réparé. Vivienne regarda Serge, qui avait cessé de feindre de ne pas écouter. C'est vrai, dit-elle. Il l'a entendu, dit Serge d'une voix bourrue. C'est moi qui ai tourné les clés. Alors vous l'avez fait tous les deux, dit Vivienne, et quelque chose en elle avait bougé, une armure posée à terre, et pour la première fois de tout le week-end elle regarda les 2 hommes comme on regarde des gens et non des obstacles. Monsieur Pruvot, venez me voir lundi. On parlera d'un vrai poste. Elle se retourna vers Julien et hésita, puis elle dit, d'une autre voix, pour ce que ça vaut. Je suis désolé. Pour le bracelet. Pour tout. Je sais, dit Julien. Et il savait, et cela suffisait, et il n'avait pas besoin qu'elle le dise 2 fois. Ils rentrèrent dans la longue lumière dorée de la fin d'après-midi, et Juliette s'endormit de nouveau à mi-chemin, exactement là où la semaine précédente, la tête contre la vitre, et Julien conduisit les 2 mains sur le volant, la radio éteinte. Le passe-paddock à 80 € était encore autour de son cou. Elle avait refusé de l'enlever de toute la journée. Il reposait contre sa poitrine, montant et descendant avec sa respiration, le badge en papier bon marché qui leur avait acheté une place à la grille, et Julien le regarda à un feu rouge et sentit toute l'étrange forme de la semaine se déposer en quelque chose qu'il pouvait tenir. Il n'était devenu personne d'autre. C'était la part qu'il savait que Maya aurait le plus tenu à cœur. Il n'était pas monté dans cette voiture pour redevenir l'homme qu'il avait été, le gamin au casque trop grand avec plus de talent que de bon sens. Cet homme-là était parti, et Julien ne le regrettait pas. Il était monté pour montrer à une enfant de 8 ans que les gens qui décident qu'on est personne sont très souvent simplement des gens qui ne font pas attention, et que la réponse à leur adresser n'est pas le bruit, n'est pas le chèque, n'est pas le baquet, n'est pas la caméra. La réponse, c'est le travail, fait bien, dans le noir, là où nul ne peut voir si quelqu'un regarde, jusqu'à ce que le faire bien soit simplement la forme de qui l'on est. Le chrono l'avait vu. Le chrono voit toujours. C'était toute la chose qu'il avait à lui enseigner, et il l'avait enseigné en un seul tour, et maintenant il pouvait retourner aux tartines et aux triangles et au garage la conscience tranquille et le tiroir fermé. À la maison, il porta Juliette à l'intérieur sans la réveiller et la coucha sur son lit et fit glisser de ses épaules la bretelle vrillée du sac à dos, et en dernier il souleva par-dessus sa tête le badge à 80 €, avec précaution, pour ne pas la réveiller, dans l'intention de le poser sur la commode. Il resta là un instant, le badge à la main, dans le noir de la chambre. Puis il l'emporta au garage. Il ne l'encadra pas, il n'en fit pas tout un cinéma. Il n'était pas un homme à faire tout un cinéma des choses. Il ouvrit le 2e tiroir de l'établi, écarta le chiffon plié, et regarda le vieux chronomètre en acier posé là où il était posé depuis 11 ans, celui que Maya avait aimé, celui que Juliette n'avait pas encore le droit de toucher.
Et il déposa le passe-paddock en papier dans le tiroir à côté, le bracelet à 80 € à côté de l'objet sans prix. Et cela ne détonnait pas, parce qu'au fond c'étaient deux objets de la même nature. C'était l'un et l'autre la preuve d'une chose qu'un homme avait faite en silence et gardée pour lui. C'était l'un et l'autre la trace que le chrono était passé par là. Il referma le tiroir. Puis Julien Mercier éteignit la lumière du garage et rentra mettre 2 assiettes pour le matin, celle près de la fenêtre pour Juliette, et il coupa le pain, le moment venu, en diagonale, en triangle, parce que sa fille avait décidé à l'âge de 6 ans qu'ils avaient meilleur goût ainsi, et qu'il n'avait jamais, pas une seule fois, vu de raison de contredire une théorie qui ne lui coûtait rien et qui la rendait heureuse.